L'émission de ce matin est consacrée, il y a un livre qui vient d'être publié sous la direction de Jean-Yves Mollier, Jean-François Sirinelli et François Volotan, qui a pour titre « Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les Amériques 1860-1940 ». C'est un livre publié par les presses universitaires de France et que nous le présentons en compagnie de deux de ses maîtres d'œuvre, Jean-Yves Mollier et Jean-François Sirinelli, et d'un lecteur, Dominique Khalifa. Alors je crois qu'on peut entrer dans ce livre à partir du problème que pose même son titre, la définition qui nous emmènera, nous le verrons immédiatement, à une chronologie, parce qu'un des auteurs, Pascal Durand, fait remarquer que les trois termes culture, masse et médiatique sont très largement anachroniques avant le XXe siècle et d'ailleurs peut-être avant un certain moment dans le XXe siècle. Il rappelle que culture n'a pas de dimension anthropologique ou sociale, que le mot désigne le répertoire canonique des œuvres classiques, que masse entre dans le vocabulaire avec la sociologie des années 20, 30, 40 et aussi à partir du lexique d'une analyse sociale en termes marxistes et que média n'a pas d'existence avant 1920. Alors que le livre, Jean-Yves Mollier, lui, couvre une période plus large, commençant en 1860, et on le verra de fait, peut-être 30 années auparavant. Alors, comment vous avez résolu cette contradiction entre l'anachronisme des termes et la chronologie choisie pour le livre ? Comme toujours en histoire, nous sommes partis d'une réflexion sur ce qui avait été écrit avant nous. Au fond, il y avait un peu deux écoles. À partir de Walter Benjamin et de l'école de Francfort, une réflexion dans les années 30 sur les phénomènes de la culture de masse liés essentiellement à l'apparition des totalitarismes. 30 ans plus tard, du côté des sociologues, et notamment d'Edgar Morin, c'est plutôt l'apparition d'un nouveau média, la télévision, qui fait en quelque sorte penser que l'on vient seulement de pénétrer dans un authentique régime de culture de masse. Comme vous le savez, l'historien est autorisé, en certaines occasions, à utiliser des termes qui, d'un point de vue linguistique, sont anachroniques, à une condition évidemment, que le réel sur lequel il travaille valide cette démarche régressive. De ce point de vue-là, nous avons considéré, avec Dominique Khalifa d'ailleurs, que dans un pays comme la France, l'apparition en 1863 d'une presse populaire à un sou, très bon marché, avec une vocation en quelque sorte de toucher tout le monde, du moins dans les décennies qui allaient suivre, que cette apparition nous autorisait à commencer à écrire en quelque sorte la proto ou la préhistoire du phénomène. Et je crois, oui, pardon. Pour les médias, nous sommes bien d'accord, c'est vraiment du XXe siècle. Mais enfin, dans la panoplie des médias, la presse populaire, les illustrés pour la jeunesse, pour les enfants, les images, avant même la photographie, sont présentes très largement au XIXe siècle. Alors si on regarde en mémoire le texte que j'ai lu de Walter Benjamin, on voit qu'il y a un lien très étroit entre des transformations qu'on pourrait dire objectives, et dans le cas de la culture de masse, des produits massivement diffusés, consommés par des milieux sociaux divers et peut-être finalement toute une société. Souvent, c'est un des auteurs qui parle de formatage médiatique, c'est-à-dire une forme de standardisation de ces produits, et en même temps, ceci est presque indissociable des discours tenus sur eux. Et il y a une grande attention dans le livre sur le fait que c'est pas seulement une analyse des productions culturelles, mais aussi des discours, il faut bien le dire en général, négatifs, qui sont tenus sur eux. On peut dire au fond que la France se dote de sa première loi instituant véritablement l'école publique quasiment obligatoire pour les garçons en 1833. Et c'est 6 ans plus tard que paraît dans la revue la plus prestigieuse, la Revue des Deux Mondes, le fameux article de Sainte-Beuve de la littérature industrielle, où il dénonce à la fois Balzac, Alexandre Dumas et tous ceux qui viennent en effet de changer de registre et de transformer en quelque sorte les belles lettres d'avant, des siècles précédents, en une littérature. Dans cette dénonciation, dans cette stigmatisation de ceux qu'il appelle les littérateurs, on voit apparaître une véritable béance, en exagérant un tout petit peu, un monde en amont, un autre monde en aval, celui précisément de la culture de masse. Mais alors on voit Dominique Khalifa, la date citée par Jean-Yves Mollier, 1839, qu'il faut que ce tournant des années 1830 est décisif, même s'il n'a pas été retenu au titre. Ce serait là le point de départ de la préhistoire qui, de fait, est compté dans ce livre.
pour moi, c'est décisif par bien des aspects. Pour ce que Jean évoqué tout à l'heure, bien sûr, le discours contre, c'est consubstantiel. Cette culture qui est effectivement aussi un regard, et de fait un regard de dépréciation, n'existe qu'à partir du moment où une matrice discursive se met à la construire comme telle, construisant du même coup, d'ailleurs, la culture légitime en parallèle. Le titre du bouquin, je crois, Culture de masse, culture médiatique, pose d'entrée de jeu le problème, et notamment le problème de la périodisation. Ce qui me gêne dans Mars, et je le dis, j'ai même titré un petit bouquin Culture de masse, donc je le revendique autant, mais ce qui me gêne dans Mars, effectivement, et ce qui, à mon avis, décale un petit peu l'appréciation chronologique, c'est qu'il nous laisse supposer que cette culture-là n'est possible qu'à partir du moment où il y a un public de masse parfaitement stable, parfaitement équipé, alphabétisé, etc. Or, je crois que la notion de culture médiatique est un peu plus douce, un peu plus subtile, un peu plus pratique, un peu plus souple, parce qu'elle nous permet de comprendre qu'un dispositif, ce que j'appellerais plutôt un régime culturel, peut être mis en action, peut être mis en œuvre, même si effectivement le public prêt à la consommer n'est pas encore disponible. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe aux alentours de 1830, 1840, en fait, disons, entrer dans le deuxième tiers du 19e siècle, en France, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, d'ailleurs, les circulations sont assez fortes, où, au travers, effectivement, du média imprimé, du journal et du livre, mais aussi de la photographie, qui se met en place à peu près en même temps, de ce discours qu'évoquait Jean-Yves Mollier contre, toute une série d'innovations nous donnent à penser que quelque chose est en train de changer dans le régime de production et dans le régime de diffusion de la production culturelle. Et ça, je crois que c'est effectivement tout à fait important de le signaler à ce moment-là. Si je peux ajouter un mot, c'est autour de 1830 que l'on voit apparaître dans la presse française la catégorie du fait divers. C'est-à-dire une rubrique qui est désormais consacrée à ce qui va aller crescendo dans le siècle, et ce sur quoi Dominique Khalifa avait d'ailleurs consacré sa première thèse, L'encre et le sang, cet extraordinaire changement qui fait que désormais on s'intéresse à ce qui autrefois n'était pas digne de l'intérêt de celui qui pensait, de celui qui réfléchissait, ce fameux fait divers. On a parfois, et à tort, envie de dire, parfois d'écrire, qu'il aurait été contemporain de la fin du XIXe siècle. Non, j'insiste, c'est même un peu avant 1830 qu'il entre véritablement dans la presse. Par conséquent, il y a bien là un changement. Au risque d'être un peu long, j'ajouterais qu'au fond, nous avons 3 dates qui nous permettent de cheminer les années 1830 comme anticipation, le début des années 1860 avec l'apparition de la presse populaire, et bien entendu les années 1880-1900 avec l'achèvement de la campagne d'instruction universelle désormais, non seulement pour les garçons mais pour les filles. Restons juste un instant sur la première de vos dates, 1830, parce qu'il y a une hypothèse qui est formulée dans un des essais, celui de Pascal Durand, cité à nouveau, qui est que non seulement il y aurait un changement dans la nature même du journal, il y aurait le dessin de ce public virtuel qui finalement va se construire par la proposition culturelle, mais il insiste sur le fait qu'il y aurait, aussi bien dans la presse que dans le roman et dans d'autres genres, comme les physiologies, les tableaux, un changement de paradigme culturel ou de discours. C'est-à-dire que l'accent serait porté sur les formes de narration qui sont en même temps toujours des formes de représentation du monde social, ce qui s'opposerait à une littérature écrite plutôt sur un mode rhétorique ou sur un mode poétique détaché du monde social. Alors je voudrais, est-ce que vous souscrivez à cette idée dans la mesure aussi où elle habite un livre qui, je crois, sera présenté à nos auditeurs par Michel Perrault, qui est le livre de Judith Lioncan, fondé sur la même période, les lettres des embrassées à Eugène Sue et à Balzac, et qui insiste sur la même idée qu'après la Révolution, le monde social est devenu très difficile à comprendre, les États et les conditions sociales ont été bouleversés, les modes se succèdent avec une très grande rapidité, et que du coup, littérature et journalisme, est-il possible de les séparer aussi nettement, deviennent des instruments de compréhension, et ce qui pourrait expliquer, en dehors de l'abaissement des coûts, de l'augmentation du public lecteur, ce qui pourrait expliquer le succès de ces formes. On peut dire avec un autre des auteurs du livre, Alain Vaillant, que l'on passe au fond d'une presse d'opinion, ce qui avait été le cas pratiquement depuis Théophraste Renaudot jusqu'à la Révolution française, à une presse d'information. J'aurais moi d'ailleurs envie d'ajouter un troisième terme, une presse d'information et de distraction. Et à partir de là, le fait divers,
le roman ou plus exactement la théâtralisation du fait divers et de tout ce qui est ordinaire, parce qu'il y a une grande circulation. La littérature n'est pas toujours dans les catégories où on voudrait la chercher. Le littéraire ou le fictionnel, n'est pas seulement dans la rubrique du roman feuilleton. Il est aussi peut-être dans la manière de rendre compte des travaux parlementaires. Il y a une espèce de circulation à l'intérieur du journal de ce nouveau régime discursif, en effet. Vous êtes d'accord avec ce diagnostic de Dominique Khalifa? C'est l'idée d'Alain Vaillant. Alain Vaillant a beaucoup travaillé effectivement sur ce changement de paradigme qu'il analyse effectivement en termes de passage d'une rhétorique de l'argument, de l'argumentation à une rhétorique de la représentation et de la médiation. De fait, ça c'est une idée qui est fondamentale, qui me paraît extrêmement juste. Vaillant la complète, pas dans ce texte-là, mais dans un autre texte, mais c'est très complémentaire, avec l'idée qu'au même moment, la librairie passe aussi d'une littérature discours emportée par le flux oratoire et l'éloquence à une littérature livre, c'est-à-dire à une littérature maintenant concrètement identifiable dans un objet marchandise, ce qui conforte évidemment la donnée. Oui, ça me paraît tout à fait central. La conversion de la littérature à la représentation et donc à la société. La littérature devient sociale, le roman devient social, et c'est ce qui lui permet effectivement d'acquérir la légitimité et la visibilité qu'il a gardée depuis dans la littérature. La narrativité devient dominante, effectivement, dans ce registre de production, et la notion de médiation devient à partir de là tout à fait légitime. Dans le prospectus de la presse en 1836, ce journal qu'on considère comme tout à fait majeur dans le renversement du mode de diffusion du journal, Girardin, parce qu'il baisse le prix, dans le prospectus de diffusion de la presse, Girardin utilise exactement ce terme. Le journal doit être un terme de médiation. Et je crois que là, effectivement, on est au cœur de ces bouleversements, de ces mutations qu'on sent de façon extrêmement nette en 1830, même encore, je reviens là-dessus, si le lectorat n'est pas là, mais je crois que dans deux autres articles, Jean-François Botrel sur l'Espagne ou Denis Rolland sur le Brésil, montrent aussi qu'un régime de masse ou médiatique, je ne sais pas comment il vaut mieux l'appeler, est possible, même si effectivement on n'a pas le public de masse auquel on a trop longtemps accolé le développement de cette culture. On y reviendrait en tous les cas. Merci Dominique Khalifa pour avoir réattribué à Alain Vaillant l'idée que j'avais peut-être hâtivement donnée comme celle de Pascal Durand. Mais leurs deux articles sont très complémentaires sur le diagnostic des 1830. Alors peut-être d'un mot, Jean-Yves Mollier, pourquoi 1860 et pourquoi 1880-90? Si vous reteniez un facteur, un élément dans chacune de ces deux dates, quel serait-il? À cause du sous-titre, nous avons voulu traiter non pas seulement de la France, mais de l'Europe et des Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et c'est donc dans une tentative de géographie comparée, presque de cartographie, que l'on peut dire que tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis d'Amérique du Nord et en France, ainsi que dans d'autres pays ensuite, que dans les années 1860 à 1880 dans un premier temps, puis au-delà, que se mettent en place véritablement les phénomènes que nous tentons d'analyser. Avant 1860, ils peuvent être anticipés, on peut commencer à les voir apparaître, mais ils n'ont de sens véritable qu'au-delà de 1860. Je pense notamment aux États-Unis, un phénomène que l'on oublie trop souvent d'analyser, le phénomène du cirque, qui est majeur dans l'émergence du culture médiatique. C'est vraiment autour de la figure de Barnum, qui est devenu un nom propre aujourd'hui, celui d'un impresario, mais c'était un homme, Phineas Taylor Barnum. C'est véritablement dans ces années 1860 à 1880 qu'il va mettre en place ces grands spectacles qu'on peut résumer en un mot, ou plutôt en un personnage, Buffalo Bill, comme on dit en français, qui vient en 1889 à Paris à l'occasion de l'exposition universelle et qui pendant des semaines et des semaines va enchanter les Parisiens ou leur faire peur selon le cas.